En ce moment, les carnets, je vais d'abord parler d'un problème ô combien personnel. Vous savez, le projet Rabelais, il y a eu une saison 1, et mine de rien, même s'il n'y a pas de vidéo, il y en a 80 quand même, attention, hein, sur le site, plus tous les documents, toute la bibliothèque, etc., etc. Bon, il suffit de passer sur le site, vous pouvez aller vous balader, mais une saison 2, eh bien, ça mûrit, ça se prépare, fallait les gamberger. Alors, j'ai eu un problème. Non, j'ai pas de problème. C'est dans cette petite vallée Rabelais, il y a un cours d'eau. Et le cours d'eau, dans Rabelais, le Gate-Vède, c'est-à-dire il y a le nom générique de l'eau, là, ou des ruisseaux, Vède. Et le nom actuel, c'est le Négron. Alors ce petit Négron, il reçoit des tout petits affluents, comme le Quincampoix, justement, qui, là où est né Gargantua, sous la Saulay, qui traverse Seuilly, et puis il va se jeter dans la Vienne. Alors, moi, combien de fois je l'ai croisé? C'est-à-dire que chaque fois que tu y vas, le Gate-Vède, forcément, tu y passes. Puis attention, une fois, j'ai vu arriver des gars avec des blindés qui manœuvraient là, de l'artillerie de Saumur. Je savais plus du tout où j'étais. Et alors, l'idée que j'avais, c'était... Il n'est pas profond, ce Négron. Il est gros, là, tu vois, hop là, juste gros comme l'écran de ta vidéo, là. Ça dépend sur quoi tu regardes, si c'est un téléphone ou si c'est un écran géant. C'était de partir de Ponty, là, qui était aussi une ferme qui appartenait au Rabelais. C'est là où il y avait ces 13 000 vaches qui avaient servi à nourrir Gargantua. Puis, à retrousser les culottes, ou alors, tout simplement, plutôt, j'aurais pris des grandes cuissardes, et puis avec ces grandes cuissardes, puis là, mon appareil... mon petit magnéto, remonter le Négron petit à petit, et puis tu passes justement par tous les lieux, La Roche-Clermault, et puis après tu passes par Beux, et puis après, il va pas loin, oh non, non. Mais alors par contre, il y a plein de moulins, et c'est-à-dire que tout d'un coup, tu revois toute une autre histoire sociale et agricole. Rappelez-vous Les eaux étroites de Julien Gracq. Et là, on va être dans cette même famille. Aussi une exploration que j'aimerais bien faire un jour, refaire le trajet de Gracq, là, les eaux étroites. Mais moi, c'est le Négron, à cause de Rabelais. Et où il va, ce Négron? Il remonte vers Loudun, il contourne Loudun, plus là, vers l'est, et puis il y a soi-disant sa source. Alors, qu'est-ce que c'est? Petit ruisseau? Petit rien du tout? Une brave source qui coule avec un petit machin comme ça, là, comme on imagine la Loire, Romont, Gerbier, Dijon? J'en sais rien. Mais en gros, ça fait 20 bornes. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire grossièrement en une journée, si on s'y prend bien. Et puis, voilà, chaque fois, je me suis retrouvé au bord du Négron, puis c'est pas facile. T'as des orties, t'as des espèces de broussailles, t'as des algues, et puis comment je le trimballe, le matériel? Je peux pas trimballer un matériel comme ça, et puis risquer de glisser, tomber, faire plouf dans l'eau, et puis bon. Mais en tout cas, je me suis dit, t'as pas réussi à le faire cette année, t'as quand même bien fait tes repérages, ce sera pour l'an prochain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des bouquins déjà là-dessus? Le premier, pour moi, le premier, chronologiquement, attention, et sans parler des eaux étroites de Julien Gracq. Alors, ce gars, Jean-Jacques Salgon, moi je l'ai connu par un livre chez Verdier qui s'appelait 07, le département de l'Ardèche. Ça reste un super souvenir de lecture. On s'est croisé régulièrement avec Salgon. Vous pouvez même le trouver sur Facebook, encore qu'il y ait un peu moins en ce moment. Et pendant une période consistante de sa vie, Jean-Jacques Salgon, qui vivait plus ou moins à Paris, je pense, venait 2 jours par semaine, prof TGV au Naxan ou dans nos provinces, enseigner à l'IUT de La Rochelle. Et quand tu passes 2 jours... Alors moi, je faisais le contraire. Je faisais TGV pour aller à Cergy. Mais j'ai fait ça 5 ans et demi, là, de mes 60 à mes 66 ans. Et c'est un éditeur qui s'appelle L'Escampette, hein, c'est ça? Édition. Alors voilà, j'arrive même pas à lire tellement c'est écrit le nom de l'éditeur. Ouais, c'est bien L'Escampette, donc un éditeur qui est à Poitiers. Il appelle ça Chronique rochelaise, ce qui veut rien dire. Le titre principal, c'est Les sources du Nil. Le musée Alcide d'Orbigny. Une visite de musée. Les sources du Nil, je vais vous en parler. Les jardins ouvriers, quelques lieux au pluriel. La cour de la commanderie, là ça y finit avec une espèce de
la rue Jules Siegfried, la porte Dauphine, par quoi il commençait son bouquin, la porte royale, donc le côté monumental, emblématique de La Rochelle, les cimetières de La Rochelle, donc une incursion à la Walter Benjamin dans une ville qui n'est pas liée pour lui à l'enfance, comme elle est pour moi liée à l'enfance. La première fois qu'on m'a acheté des lunettes, waouh! Et ce que tu vois, c'est la ville. Et puis il y a le port de la Palisse. Et puis il y a les sources du Nil. Donc, au milieu du livre, il y a un texte qui n'est pas long, hein, c'est juste 2, 4, 6, 8, 10 pages. Si vous connaissez La Rochelle, tu as le vieux port, et là tu as une écluse de Colbert, enfin en tout cas donc Colbert a eu l'idée, il fait la construction, c'était juste après là, oh là là, les Trois Mousquetaires, le siège de La Rochelle, les guerres de religion, et ce petit truc d'eau là, il remonte, ensuite il traverse une espèce de parc qui arrive jusqu'à la préfecture, là il passe à côté de la préfecture, et puis il remonte, il va traverser la ville résidentielle, et puis petit à petit, les quartiers plus populaires, plus ouvriers, puis ensuite finalement tu as la rocade, puis de l'autre côté de la rocade, justement, tu as des petits jardins ouvriers, tu es déjà dans le paysage rural, puis à un moment, ça s'arrête. Donc là, lui, son île, ce petit cours d'eau de rien du tout, eh bien, d'accord, il fait que 6 km, mais il permet de faire une radiale à travers la ville, qui n'est pas une radiale organisée comme les routes. Moi, j'ai souvent fait des ateliers avec ça, et le livre, pour moi, peut-être le plus noble, encore plus que Julien Gracq avec ses eaux étroites, qui est fabuleux, les eaux étroites, puisque là aussi, tu as un petit truc de 2 ou 3 kilomètres. C'est un bras de Loire qui est fermé, c'est-à-dire que l'endroit où ce bras-là, qui existe toujours à Saint-Florent-le-Vieil, se jette dans la Loire, il y a des espèces de branchages, c'est devenu une accumulation, l'eau passe plutôt dessous, et on peut le remonter, là encore, il y a 7 ou 8 moulins, mais là, qu'est-ce qu'il raconte Julien Gracq dans Les eaux étroites? C'est que tu vas au bistrot, tu prends la clé du cadenas, à ce moment-là, tu as le droit de prendre la barque, tu ouvres le cadenas, tu replies la chaîne là, sur le fond de la barque. Moi, des bruits que j'ai aussi depuis l'enfance avec Danvix dans le Marais Poitevin, et ce trajet, il l'a fait étant tout gosse avec ses parents, et puis ensuite à l'école primaire, à l'âge, etc., où on vous laisse faire vos expériences tout seul, et puis ado, et puis ensuite tu reviens avec tes copains de fac, et puis adulte, et donc il y a toujours la superposition avec ces coins. Un coin c'est rocheux, transparent, ombreux, un autre coin c'est plutôt sableux, fond plat, un autre coin cette espèce de maison inhabitée qui fait un peu peur. Les eaux étroites. Jean-Loup Trassard. Lui, il est de la Mayenne. C'est pas loin non plus, c'est la même distance que Gracq, mais hop là, tu pars dans l'autre sens. Tout son travail est basé... Non, il y a 2 versants de son travail. Il y a le côté photographe qui va à l'autre bout du monde, fait des récits comme ça. Puis de l'autre côté, il y a celui qui s'est toujours ancré dans la Mayenne, construit son travail à partir des transformations de cette maison familiale, ou de ses non-transformations. Et là, un cours d'eau peut considérer... il pleut, ça fait une rigole, tu vois, dans la cour, et puis ça fait une flaque, et puis ah ouais, mais elle va dans le champ. Dans le champ, tu as une espèce de rainure, c'est bien, parce que de temps en temps, avec ta pelle, une fois par an, tu vas... Et puis, où va la rigole là? La rigole, elle passe sur une buse, parce que c'est par la buse qu'elle va passer sous le chemin, parce que sinon, ça inonderait le chemin. Et puis, ensuite, ah oui, il y a une espèce de petit étang, là, au coin, là, des 3 haies, et puis des fois, l'été, il n'y a rien d'autre dedans, et puis c'est ça, c'est tout ces espèces de petits réseaux comme ça. Et cours d'eau peu considérable. Alors là, c'est pas remonter comme moi je rêve de le faire avec ce petit négron. Mais alors quelle phrase, sa course encore effaçait l'autre bruit, mais s'il se retournait, des branches s'abattaient sur ses traces. Des fougères détachées s'envolaient, les ronciers sifflaient, et toujours cette immense agitation de feuilles sèches qui le poursuivait. La nuit rôdait en plein après-midi. Portée par les nuages blancs, elle se précipitait, sondait entre les arbres. Derrière, le vent baissait l'armée des lances, etc. Moi, c'est un livre que j'ai toujours là à portée de main, mais je crois que c'est un livre que je les ouvre régulièrement, mes Trassard, je trouve toujours des choses. Mais celui-ci, il y a quelque chose en plus, tu le prends, tu l'ouvres au hasard, tu suis là, mais il y a toujours cette magie, ce mystère de l'eau. Jean-Loup Trassard, je ne vois pas l'inviter, mais là,
depuis quelques jours, je lis, alors, en voilà un titre, En suivant la laquette, Gilles Bruni. Alors Gilles, c'est un gars de mon coin. Un grand échalas sec que j'ai toujours croisé en train d'arpenter avec dans le coffre de sa bagnole. Il y a ses brodequins, il y a ses bottes. Il met aussi un appareil photo. Et Gilles Bruni est toujours impliqué aussi dans des résidences. Il va s'installer dans un lycée 3 mois. Et puis avec les gamins du lycée, ils vont aller travailler là sur le paysage là, qui est à portée de pied. Ou bien ils vont recomposer la végétation. Il y a quelque chose de proche de Gilles Clément. C'est-à-dire ces gens... Alors Gilles Bruni ne vient pas de l'écriture, simplement il écrit. Plutôt, je dirais, quelqu'un qui vient plasticien, ils vont installer avec les gamins des huttes, il va y avoir des performances, aller avec Arnaud de la Côte sur le lac de Grandlieu et décider de camper une nuit là en pleine zone aquatique, mais juste au bout de l'aéroport. Tu retrouves le temps, le bruit, le silence, et puis tu vas recroiser dans ton expérience le type qui est chargé de la non-prolifération des rats, ou un autre qui sera le dernier pêcheur là dans un domaine privé. Et pour moi, peut-être que ce qui sépare Gilles Bruni de Gilles Clément, les deux Gilles, c'est moins la question d'une appartenance première, ce qui serait d'abord l'écriture, mais Gilles Clément, il est d'abord jardinier, tel qu'il se définit. Mais lui, c'est s'ancrer sur un sol, fixe sur un sol et voir la transformation de ce sol. Même quand ses livres, là, comme le Jardin planétaire, c'est le même geste tout autour du monde. Il y a que Gilles Clément, pour moi, ce serait plus l'air, le sec, la roche. Et Gilles Bruni, lui, beaucoup plus quelque chose qui serait aquatique, herbeux, presque cette vie qu'il y a dans le moindre truc de boue. Il y a un moment donné, là, puisqu'il est question d'une petite rivière dans le nord qui s'appelle la Laquette, cette idée, là, il est en pleine vadrouille là, de cette immersion là, dans le territoire. C'est pas elle se fiche dans l'eau, mais c'est à force de vivre, de camper, de rester là sur le bord, il dit, si on échangeait nos eaux, combien on a d'eau, on a 80%, et on boit de l'eau. Alors évidemment, l'eau de la rivière, là, il la buvait, l'eau. Mais il y a ce truc de dire, si mes 80% devenaient l'eau de la rivière, et ainsi de suite, et tout d'un coup, tu es totalement en état de fascination presque fantastique. Alors c'est un drôle de bouquin, je vous mets évidemment l'adresse de son site. Tu vois comment il est emballé déjà. C'est une carte. T'as pas la carte à l'intérieur du livre. T'as la grande carte qui sert à emballer le livre. Et croyez que maintenant j'y tiens suffisamment pour le remettre dans sa jaquette à la fin. Et il s'agit de quoi? Alors évidemment, là encore, tu prends Traçard. C'est ça la question, c'est texte, et le travail du texte génère un travail mental d'imaginaire, tu en appelles à tes propres territoires. Bon, la Mayenne, j'ai traversé en bagnole, ça se limite là, j'ai eu l'occasion vraiment de m'y incruster, ni de travailler, par contre, mes images à moi d'enfance, de marais, par exemple dans le marais Poitevin, ou partie côtière, ou partie maternelle là, dans Vix-Maizet, etc. C'est ce qui me sert de matière pour reconstruire à partir de ce que raconte. Est-ce qu'on peut avoir la même démarche quand un livre fonctionne avec autant de photographies, voire plus de photos, se présente comme chemin photographique autant que comme chemin textuel? Quelque part probablement oui. Je retombe sur cette page là où il parle d'échanger son eau avec celle de la rivière, tout en buvant cette eau de la rivière. Bon, il y a ces mises en abîme. C'est à un moment donné, là, je viens de le voir passer, c'est son
carnet qui est là avec ses propres notes, qui devient une espèce de traversée entre ce qui s'écrit et la démarche d'expérience photographique. Pour moi, si je vais dans le Ligron de Rabelais, ben, c'est ça aussi où ça m'interroge. C'est-à-dire, là, lui aussi, il y a une part filmée avec Arnaud Delacote dont je parlais tout à l'heure. Il y a des complicités là, dans tout ça qui sont récurrentes, et heureusement. Moi, mon idée, c'est pas de faire un texte comme Les eaux étroites, qui s'appellerait En remontant le Ligron. Ce serait d'y aller, et ça va être ça ma fin, vous allez voir. Avec, justement, appareil, son, travailler sur... là, j'ai ce livre de ce type qui s'appelle Young, là, sur les perceptions animales. Bon, il se sert du même matériel que moi, un zoom, un micro directionnel de Cinoche pour aller capter les micro-bruits dans un brin d'herbe et à ce moment-là trouver même ces transmissions animales. Bon, j'entre pas dans le détail. Comment il fonctionne, Gilles Bruni? C'est-à-dire, là, c'est une résidence. Ben ouais, ça veut dire que pendant 3-4 mois, il a travaillé avec un territoire qui prend en charge, évidemment, je pense, l'intendance. Les cartes se retrouvent, se rejouent comme ça dans le livre, des grandes, des petites, des plans, des vues aériennes. Et moi, c'est des coins que je connais pas du tout. C'est là, dans une espèce de triangle vers Amiens, Compiègne, un pays de... très marécage, c'est-à-dire si c'est pas une rivière, c'est un réseau de petites rivières. C'est quelquefois même la rivière s'appelle la Laque, et la Laquette c'est un affluent de la Laque, mais quand tu fais le tour, tu remontes pas ni la Laque ni la Laquette, mais tu fais le tour de cette espèce de poche là drainée ou irriguée par le tissu des rivières qui disparaissent. Là, ça peut retrouver la Laquette. Et il fait avec les toponymes. Les toponymes, il les invente pas. Par contre, oui, il s'agit bien d'un bassin. Le livre, tout de suite, il annonce la marche. C'est des hashtags, comme dans Twitter. Moi, j'ai vu ça s'inventer. C'est encore en 1900, combien? Oh là là, 1900, je retiens. Quand est-ce que j'ai rejoint Twitter? Je ne sais plus, tous ces machins-là. Mais enfin, en tout cas, dans les années 80, tout d'un coup, on a compris que si on mettait un petit dièse, ça permettait d'aller transversalement organiser des discussions. Ben lui, il y a dièse l'enquêteur. Et là, l'enquêteur, il va réfléchir écologiquement aussi, principalement, mais scientifiquement, ce qui n'est pas la même chose. Comment une nappe phréatique se vide et se recharge. Ben, c'est pas si simple. Et il y a le colporteur qui est celui qui écoute, celui qui raconte des histoires, celui qui nous fait part des histoires qu'on lui a racontées, et celui qui redit des éléments qui ne sont pas d'analyse, mais le bassin couvre 11 600 hectares. Il tombe en moyenne 18 000 mètres carrés par an. 39 rivières et ruisseaux transportent l'eau sur 109 km. La Laquette fait 21,5 km. Ce n'est pas très long pour une rivière, mais c'est comme ça. Elle n'en collecte pas moins les eaux du bassin qui ruissellent à Viterness, la petite ville à côté. La Laquette, c'est 24 millions de mètres cubes par an, et encore, toutes les eaux du bassin ne passent pas par le village. Il y en a après, le Mardi, le Blessel, autant d'eau, et vers Comété qui parfois déborde ou tombe bas à l'étiage quand la saison est sèche du sous-sol, des nappes plus ou moins profondes. Et puis il y a un troisième hashtag qui s'appelle le marcheur. Alors le marcheur, c'est pas le récit, parce que le récit, il fonctionne, lui, en permanence, avec une espèce de nappe narrative qui est presque de percussion. Bon, c'est ce qu'il fait, ce qu'il voit. Et très important aussi, en jouant juste comme ça avec des italiques, à mesure, tout ce qu'il peut, il le ramasse. Il appelle ça des prélèvements. Alors les prélèvements peuvent être botaniques, je vais lire une page. S'arrêter au hameau, prendre la Via Francigena, passer l'ancien pont de chemin de fer, descendre au bord de la Laquette, retrouver les emportés de crue, cette expression, les emportés de crue, pris dans la clôture au pied du pont, fouiné, longé, il y a ce côté aussi sur
de quoi tu as besoin dans la langue, de quoi tu as besoin, par exemple, dans les verbes. Fouiner, longer la berge, sable, petite plume, bout de plastique. Et les plumes, c'est des traces, c'est aussi les traces des habitants, c'est des indications d'une faune que tu ne vois pas forcément au moment où tu la ramasses et l'identifies. La plume, enveloppe de planche, demi-coque de noix, bout d'écorce ayant séjourné dans l'eau, bouchon de bouteille d'huile, le sieur. Continuer sur Cairn, la laquette entre le pont de la rue de la Chapelle et c'est patronyme. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un livre qui pour moi avait été vraiment vraiment important, même si depuis j'ai pas vraiment suivi ce qu'il fait. Et c'est un gars qui venait au départ du documentaire. Ça s'appelait Patrolin, Pierre Patrolin, Patrick Patrolin. Oh, c'était chez POL. Traversée de la France à la nage. Le gars, il partait des Pyrénées, il descendait des petits trucs, il descendait après, il remontait à contre-courant le Lot, et puis là, tu arrives là, oulala, il y a une ligne de partage des eaux, quelque part en Auvergne, et là, tu es dans un champ où l'eau qui ruisselle va vers le Lot, mais si tu traverses le champ, l'eau qui ruisselle, elle s'en va vers l'Allier, tu redescends l'Allier, tu remontes à la Loire, et puis tu vas recommencer Canal, et puis tu vas finalement rejoindre la Seine et la Meuse, etc., y arriver. Alors, évidemment, il y a un travail chez Patrolin de fiction, mais les villes vues de l'arrière, comment tu manges ou bien comment tu es coincé dans un barrage et puis que là, voilà, tu as un petit peu la trouille tout d'un coup. Et puis comment tu as froid parce que tu es trop loin. Et puis commencer d'arriver par la rivière et puis aller au petit supermarché en traversant le parking et comment Pierre Patrolin, la traversée de la France à la nage. Et je l'ajoute là à la petite famille, à ma petite famille qui me servira moi à remonter le Négron. Alors lui là, continuer sur Cairn, là, la quête entre le pont, donc c'est tous ces toponymes comme ils sont importants aussi, et l'autoroute, marcher sur le chemin agricole de l'AFR, fait quelques prélèvements, bout de plastique usé, bout de ficelle bleue, 2 plumes, bout de verre, chaton mouillé de saule, une pierre, désert de campagne avant le pont, halte au moulin de Viternès, passer la rambarde du pont, descendre sur la berge de la Laquette, le resserrement du pont entraîne des accumulations à récolter, quelques éléments qui jonchent sur le sable, bout de verre, petits flacons, coquilles de moule, d'escargot, tubes de pommade vide, morceaux d'os, morceaux de terre cuite. Ça, l'humanité nous, par ce qu'elle laisse. Alors je disais que ça c'est la narration principale, donc dièse de marcheur, mais il ne le répète pas. Ce qu'il met en tête des marcheurs, c'est les cheveux, en tout cas l'enquêteur là qui revient. Qu'est-ce qu'il raconte, l'enquêteur à mesure? Non, ça c'est encore une traversée. L'enquêteur, dans la partie amont du bassin, il y a peu de cours d'eau permanents, de très nombreuses vallées sèches dont la base érosive atteint rarement le niveau de la nappe phréatique. Ces vallées constituent des axes de ruissellement préférentiels lors des orages. Elles drainent de grandes quantités d'eau, mais des fois c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu découvres quoi, l'ordinaire. Là, il y a des trucs sur les éoliennes. Qu'est-ce que ça change? Tiens, je reviens à mon marcheur du début. Quelquefois, l'enquêteur, le colporteur, le marcheur, donc c'est à la fois la trace de son récit, et c'est à la fois les moments où tout simplement tu poses ton cul par terre le soir, tu prends ton cahier, et puis tu notes là des choses qui sont d'ordre beaucoup plus poétique. Et tu vois, ce que je ne sais pas dans ce genre de livre, c'est que tu le lis de façon linéaire, mais les livres de Gilles Clément, je pense Jardin planétaire par exemple, est-ce qu'on le relit ou est-ce qu'on s'en souvient comme une traversée linéaire du type des eaux étroites de Grac ou de la traversée de la France à la nage de Patrolin? Je pense que tu sais que c'est des livres dont tu peux te ressaisir et que tu vas les rouvrir en trouvant très facilement en fonction des paysages, en fonction de... Voilà, c'est juste pour hommage à Gilles Bruni en suivant la Laquette, parce que, vous voyez, là, je viens de parler 20 minutes, les eaux étroites, traversée de Patrolin, là, dont j'avais pas prévu de parler, Gilles Clément qui est dans cette étagère-là, j'avais pas préparé ma pile de bouquins, par contre... Jean-Loup Traçard, des cours d'eau peu considérables. Ouais, parce que il faut bien symboliquement, effectivement, un patron. Alors moi,
Là, depuis 3-4 jours là, que je suis dans la quête avec Gilles, je crois que j'ai trouvé. Donc, il va me falloir des sous. C'est-à-dire, j'ai aucune aide institutionnelle ni rien pour ce projet Rabelais. Et en gros, ce dont les gens m'ont aidé au départ, ben, ça a servi à payer un peu de matos, le truc là pour enregistrer, ça a servi à payer l'essence beaucoup, etc., etc. Et donc c'est en fonction là de combien je vais vendre de bouquins. Mais ils sont tellement beaux, mes bouquins Rabelais. Mais je crois que ça va être ça mon objectif là, pour fin mai. Le Négron, on va se le remonter. Et on sera une équipe. Moi, je veux bien me charger du son et de la photo fixe. Mais à côté, j'aurai un pote réalisateur. Yvan, on se prendra la date. Et puis de l'autre côté, je crois que je vais trouver 3 sous pour dire hey Gilles, tu voudrais bien qu'on se le fasse ensemble? Le Négron, ça fait 21 km. Pareil. C'est près de Boudin, c'est pas si loin de chez toi. Puis il faudra un 4e qui fera avec la bagnole le long pour nous retrouver, qu'on puisse aussi avoir nos ordi, nos cartes et tout. Et on va le faire. Peut-être quelqu'un, tiens, Nathanaël de la maison Rabelais, peut-être qu'on le laissera libre une journée pour faire cette expérience-là. Mais tu vois, ça, je me dis maintenant que ça, là, mai-juin, ce sera pas un gros budget, mais Gilles, si je l'invite, c'est des conditions correctes. Et on va se faire en remontant le Négron, comme il a fait, en suivant la quête. Et on enverra en Mayenne une carte postale à Jean-Loup Trassard. Julien Gracq, on peut rien lui envoyer. Il est mort. Voilà comment que tu remets le livre là-dedans maintenant. J'arrive quand même. Là, tu vois. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Gilles Bruni, en suivant la quête.